Aujourd'hui, sur Le Temps d'un lapin, nous recevons Frédéric, alias Anamorphoscience, pour nous parler des déformations crâniennes positionnelles ou plagiocéphalie. Ces déformations se traduisent par des aplatissements localisés du crâne des nourrissons. C'est un phénomène courant, indolore et de bon pronostic. Peut-on y faire quelque chose? Que faut-il faire et de quoi faut-il se méfier? Frédéric va nous aider à y voir plus clair. Bonjour, Ou bonsoir. bienvenue sur Le Temps d'un lapin, le podcast qui parle de la kinésithérapie, du soin et de la science. Mais pas trop longtemps, juste le temps d'un lapin. Bonjour Vincent, bonjour Frédéric. Bonjour Marie, bonjour Vincent, bonjour à toutes et à tous. Bonjour tous les deux, bonjour tout le monde. Avant d'entrer dans le vif du sujet, Frédéric, est-ce que tu peux nous parler de toi, de ton parcours professionnel? Qu'est-ce qui t'a donné envie? Qu'est-ce qui te permet aujourd'hui de venir nous parler de plagiocéphalie? Oui, bonjour, écoute, je suis kinésithérapeute de formation, je travaille principalement dans le domaine cervical et maxillofacial, mais désormais, mon activité principale, c'est l'enseignement et la recherche. Donc en fait, je donne cours d'anatomie et d'embryologie d'une part, et j'ai une activité où je fais ma thèse de doctorat à Bruxelles dans ce domaine-là. Donc, outre le fait que je suis enseignant, je suis passionné par l'embryologie, par le développement. Et d'autre part, je m'intéresse aussi à la prépondérance des médecines alternatives dans la petite enfance. Parallèlement à ça, je suis membre d'une assoce de protection de l'enfance et de lutte contre les violences éducatives ordinaires. Et donc en fait, moi je suis de plus en plus interpellé par la recrudescence des sites, des articles, de tout ce qui va vanter des prises en charge fake med et alternatives chez les enfants et notamment chez les nourrissons et les tout jeunes nouveau-nés. Pour à peu près tout et n'importe quoi. Notamment des titres anxiogènes, des prises en charge pour des signes qui sont très aspécifiques. C'est vraiment une problématique moi qui m'intéresse et contre laquelle je crois que c'est important de d'une part de considérer et d'autre part de lutter quand on est professionnel de santé, quoi. Merci Frédéric pour ta présentation qui est vraiment très intéressante et qui montre ton parcours plutôt original puisque vous êtes encore assez peu nombreux parmi notre population de kinésithérapeutes à faire de la recherche. Tu nous as parlé de dérives, on développera plus tard. Mais d'abord, est-ce que tu peux nous parler de ce qu'il en est du développement normal des os du crâne chez l'enfant ? Oui, écoute, il y a une phrase valise qu'on emploie, mais qui est tellement juste et qu'il faut rappeler, c'est qu'un nourrisson n'est pas un petit adulte. Donc ça, on le sait, son anatomie, le fonctionnement de ses systèmes physiologiques sont très différents. Et non seulement un tout jeune nourrisson va être différent d'un adulte, mais aussi d'un enfant un petit peu plus âgé. Et d'un point de vue des os du crâne, on le sait aussi, le développement et la croissance des os du massif crânio-facial sont très particuliers. Alors, ce que je pense nos auditeurs savent déjà, c'est que, il y a des structures qui sont encore non ossifiées, c'est-à-dire qui sont encore en développement, et deux, ce dont on se souvient, c'est qu'il y avait des fontanelles. Mais il y a 2 points peut-être qu'on a oubliés un petit peu avec le temps, et c'est bien normal, hein, l'anatomie, ça s'oublie 7 fois et ça s'apprend 7 fois. Spoiler, c'est bien plus que ça. En fait, c'est que on a tous une idée des fontanelles, hein. On imagine tous ces fontanelles. Il y a une fontanelle antérieure, une fontanelle postérieure, qui sont des endroits du crâne qui sont dépréciés chez le nouveau-né, qui montrent que les structures sont encore membraneuses et pas encore ossifiées. Ce qu'on oublie un peu moins, c'est 2 choses. La première des choses, c'est qu'il y a des fontanelles ailleurs que vraiment sur le haut du crâne. Il y a des fontanelles sur le côté. Notamment aussi dû au fait que les os du crâne sont parfois encore aussi en ossification. Par exemple, un os qui est l'os temporal, il va naître en plusieurs parties pour ensuite s'ossifier. Et d'autre part, en fait, non seulement tout n'est pas ossifié, mais en plus, le rythme de développement des os du crâne, va être différent selon qu'on se situe sur la face ou se le constitue sur la boîte crânienne, c'est-à-dire sur la voûte, la partie du haut. En d'autres termes, si vous regardez par exemple, on va prendre quelqu'un qui me ressemble. On va prendre par exemple Chris Hemsworth ou je sais pas moi, Brad Pitt. Voilà. Bon, j'ai vraiment pris au hasard. Voilà. Si vous prenez une tête adulte et si vous regardez en fait un nouveau-né, vous allez vous apercevoir de 2 choses. La première des choses, c'est que proportionnellement, la face, son visage est plus petit par rapport à une grosse voûte crânienne. Et d'autre part, on a l'impression un peu qu'il a une toute petite mandibule. Donc ça, c'est vrai, en fait, parce que l'ossification et l'origine embryologique des os de la face
et des os de la voûte du crâne, sont différents. C'est pas les mêmes feuillets embryonnaires d'origine. Et donc, ça va donner en fait des rythmes de croissance qui sont très différents à des topographies, à des endroits, si vous voulez, du crâne. Alors, on n'a pas besoin de rentrer un petit peu, mais pour ceux qui se souviennent de l'embryologie, la partie antérieure, c'était l'origine de l'ectoblaste, c'était les crêtes neurales, et la partie postérieure, c'était plutôt le mésoblast. Bon, ça, c'est un peu technique, on va pas détailler ça. Et puis, un deuxième point que j'aimerais aussi rajouter à ce moment-là, qui est très important, c'est de se dire qu'il y a des facteurs qui vont influencer le développement des os du crâne. Et quand je dis influencer, c'est bien avant qu'on pose nos mains soi-disant dessus pour soi-disant modeler les os du crâne, comme certaines thérapies alternatives parfois proposent, j'espère le moins possible. Alors, parmi les facteurs qui vont influencer le développement des os du crâne, je vais les citer un petit peu par ordre de hiérarchie. Les premiers facteurs, c'est les facteurs génétiques individuels. Un petit peu comme dans les développements de l'arthrose, il y a des facteurs génétiques sur lesquels on n'a pas de moyens. Il y a des facteurs qui vont influencer le développement des os du crâne. Je vais les lister un petit peu par hiérarchie. Bon, on pourrait un petit peu chipoter sur cette hiérarchie. Il y a d'abord des facteurs génétiques individuels. C'est du développement du phénotype sur lesquels on n'a pas vraiment beaucoup d'influence et qui sont prédéterminés génétiquement. Deuxièmement, et ça nous intéresse beaucoup, la croissance des os du crâne est conditionnée par le développement des structures qu'il y a autour. Et notamment, en ce qui concerne la voûte du crâne, c'est la croissance de l'encéphale. C'est-à-dire que c'est par la croissance des tissus neurologiques qu'on va avoir la croissance des os du crâne. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, il y a des origines différentes au niveau de la face. Et au niveau de la face, le développement des muscles de la face, des muscles de la mimique, des muscles de la mastication, le développement de la langue, le développement des dents, bref, toute la partie d'acquisition de la déglutition et de la mastication, va être un facteur très important qui va influencer la croissance des os du crâne. Et en plus, quand je vous dis ça, on se dit qu'on est des animaux à peu près symétriques, mais en fait, on est très asymétrique dans notre symétrie. Ça veut dire qu'à un moment donné, à un jour donné, peut-être que la croissance d'un os à droite de la face et du même os à gauche, n'est pas tout à fait le même. Ça veut donc dire qu'on a des rythmes de croissance qui, globalement, dans leur symétrie, sont assez asymétriques, droite et gauche. L'embryo, c'est pas le truc sur lequel se basent certaines fake med pour justifier leur théorie? C'est vrai que dans les thérapies crânio-sacrées, on argumente souvent sur le fait que justement, il y a une mobilité des os du crâne. En réalité, ce que ces gens-là oublient, c'est que si on veut tester des différences de mobilité droite-gauche, je vais mettre de côté le fait qu'il y a beaucoup d'études aujourd'hui qui démontrent qu'on n'est pas très précis sur notre capacité déjà manuellement à déterminer des restrictions de mobilité droite-gauche, d'une part. Mais en plus, si c'est sur un crâne du nourrisson qui est en perpétuel développement, avec des asymétries droite-gauche qui sont juste légitimes, avec en plus, si on rajoute à ça des immaturités des systèmes physiologiques, évidemment la mastication, les réflexes de déglutition doivent être en train d'être acquis, il va falloir un petit peu avoir un peu d'humilité, accompagner ce bout de chou-là, être très patient aussi, avec beaucoup d'amour, et les choses vont se faire normalement dans la majorité des cas de façon très positive. Et puis quand parfois, malheureusement, il y a des pathologies qui arrivent ou des retards de développement neuromoteur qui arrivent, alors dans ce cas-là, il sera vraiment fondamental que bout de chou soit suivi par un professionnel de santé avec effectivement des thérapies qui ont été éprouvées, testées, validées si on le veut, mais en tout cas suivi en bilan et suivi par des professionnels de santé. En fait, finalement, du coup, le crâne du nourrisson, il évolue de façon asymétrique et du coup, il est potentiellement régulièrement déformé, déjà de base. Et par-dessus se rajoutent les déformations positionnelles, c'est ça? On peut dire ça effectivement. Alors, la problématique, c'est qu'il y a bien à un moment donné où il va falloir parler du moment où il y a une déformation crânienne positionnelle. Et donc, c'est peut-être intéressant, de les définir, et de savoir comment est-ce qu'on estime qu'il y a une déformation crânienne positionnelle, comme tu le dis Marie, par rapport à ces rythmes de croissance asymétriques qui sont relativement légitimes. Alors, les déformations crâniennes positionnelles, en fait, ce sont des déformations acquises du crâne, mais ce qui est important, c'est de comprendre qu'elles se font sans synostose. Alors, le terme de synostose, qui est un mot
parfois un petit peu barbare pour ceux qui ne sont pas initiés. C'est tout simplement en fait un terme qui signifie la fermeture précoce d'une suture du crâne. Je vous disais tout à l'heure qu'il y avait des sutures qui n'étaient pas encore ossifiées, encore membraneuses, pas encore fermées. Eh bien, il arrive effectivement des cas où il y a malheureusement une suture qui va se fusionner, qui va se fermer de façon prématurée. Eh bien, les déformations crâniennes positionnelles ne rentrent pas dans ce cas de synostose. Parce que ce cas de synostose va amener, si vous voulez, des problématiques plus importantes qui peuvent mener à des craniosténoses qui sont en fait résultantes d'un développement anormal des sutures et par conséquent, le problème de ça, c'est qu'on va avoir un déficit de croissance localisé. La bonne nouvelle de ça, c'est que l'incidence, si vous voulez, des synostoses reste rare, mais stable. Alors encore une fois, j'en parlerai un peu plus tard quand on parlera de chiffres et d'épidémiaux. On estime en moyenne, on va dire la littérature évolue d'un cas sur 10 000 pour des synostoses vraiment importantes coronales et 3 cas sur 100 000 pour des synostoses lambdoïdes. On va dire que ces cas-là sont heureusement rares, mais bon, ils existent aussi. Est-ce qu'on a une idée des causes ? En fait, les causes qui sont argumentées dans la littérature, c'est des facteurs génétiques individuels. Et ça, c'est très clair, c'est déterminé génétiquement. On n'a pas d'arguments et de données probantes aujourd'hui pour dire que une influence externe telle que normale, c'est-à-dire un bébé allongé sur le dos, va amener une craniosténose ou une synostose. Ça, c'est quand même un élément important à rajouter. Et donc aussi, ce qui est important de dire pour les futurs parents ou les parents qui nous écoutent, c'est que par rapport à ces cas-ci, eh bien, c'est difficile de le déterminer pourquoi. Il n'y a pas vraiment de coupable ou de responsable à chercher là-dedans. Ça reste un facteur malformatif intrinsèque lié au facteur génétique individuel. Les déformations crâniennes positionnelles, c'est celles qui sont définies en dehors des synostoses. Exactement. Et du coup, tu dis qu'elles sont acquises parce que... En réalité, l'acquisition, elle est déterminée parce que la deuxième partie de la définition, c'est que ces déformations sont secondaires à quelque chose. Et notamment secondaires à des facteurs biomécaniques externes qui peuvent être de la compression, qui peuvent être de la traction, et dans les facteurs biomécaniques externes, ça peut aussi être des facteurs intra-utéraux. On le verra tout à l'heure, il y a certaines études qui proposent un modèle et une hypothèse, qui est de dire qu'en fait, le couchage sur le dos permet, si vous voulez, de potentialiser des déformations préexistantes in utero. Ça peut être tout à fait le cas. Et c'est pour ça qu'on a la notion d'acquis, c'est que, oui, il y a quand même des facteurs biomécaniques externes qui peuvent entraîner des déformations crâniennes positionnelles. C'est ce qu'on va voir notamment avec les couchages ou avec des compressions ou avec des grossesses gémellaires parfois, des oligoamnios, voilà. Donc en fait, si vous voulez, dans les déformations crâniennes positionnelles, il y a plusieurs types de déformations. Il y a la plagiocéphalie occipitale, il y a les plagiocéphalies fronto-occipitales, il y a la brachycéphalie qui est cet aplatissement occipital postérieurement, d'accord ? Et donc il y a plusieurs types de plagio qui existent et la craniosynostose est un cas à part. Alors il y a peut-être une chose qu'on peut dire aussi, c'est que normalement l'examen clinique seul peut suffire pour évaluer et déterminer une déformation crânienne positionnelle. Bonne nouvelle aussi, normalement l'examen clinique seul est aussi suffisant pour éliminer une craniosynostose. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on n'est pas forcément obligé, l'équipe médicale n'est pas forcément obligée de prévoir une imagerie. L'imagerie, alors souvent par résonance magnétique maintenant, va être réservée sur les cas un peu plus complexes, où il faut éliminer des synostoses et des craniosténoses et on a un petit doute. Et puis il y a un deuxième cas, et je pense qu'on peut le citer dès maintenant, c'est que ici nous allons parler des déformations crâniennes positionnelles isolées. Et ça c'est très 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 important que nos auditeurs comprennent ça. Le cas des déformations crâniennes positionnelles peuvent aussi être des éléments qui vont se surajouter à une autre pathologie. Des syndromes malformatifs plus complexes, des retards neuromoteurs plus complexes. Et dans ce cas-là, la déformation crânienne positionnelle, quelque part, sont plus un signe accompagnant un marqueur d'une autre pathologie ou d'un autre retard développemental que d'une cause. Et c'est peut-être là aussi qu'il y a une confusion. C'est peut-être aussi parfois la raison pour laquelle, on dit dans les plagiocéphalies, on a un risque de retard en fait neurodéveloppemental. Parce que lorsque les études, si vous voulez, étudient l'incidence des plagiocéphalies, il faut se poser la question, est-ce que la plagiocéphalie est isolée ou est-ce qu'elle est accompagnée d'une autre pathologie ? Auquel cas, on comprend bien que c'est vraiment pas la même chose.
Et dans les études que tu as pu lire, ces critères sont pas forcément isolés. Ils isolent pas la plagiocéphalie Alors, simple des heureux, plagiocéphalies concomitantes à d'autres pathologies. Dans les études de bon design, oui, tout à fait, ce critère est heureusement contrôlé. Cependant, on lit encore ça et là dans des ouvrages portant sur des thérapies fake med, on est donc bien loin des méta-analyses et du peer-reviewed, des éléments catastrophistes en faveur de ces arguments. La tête du bébé est asymétrique, il risque d'avoir un retard mental, etc., etc. On peut citer l'étude de Knight en 2013 qui a été faite en Australie, où les auteurs insistent, notamment dans leur partie discussion, que les résultats n'impliquent pas que les déformations crâniennes positionnelles causent des problèmes de développement, mais qu'elles pourraient être un marqueur de risque de problèmes de développement. Et c'est un argument en plus pour se dire qu'il faut pouvoir faire dépister des problèmes de développement neuromoteur chez des nourrissons avec plagiocéphalie. Il y a une autre étude aussi qui est intéressante, c'est l'étude de Collet en 2012 aux USA. Alors le problème ici, c'est que la population, enfin l'échantillonnage est plus petit, n égale 20, qui indique que chez les enfants avec des plagiocéphalies, eh bien effectivement, c'est important de rajouter des études longitudinales commençant dès la période néonatale pour savoir si effectivement les troubles neurodéveloppementaux eh bien sont concomitants, précèdent ou suivent les déformations en fait. Donc ça, heureusement, dans la littérature, on va dire avec des bons designs, c'est très très clair. Et pour aller aussi plus loin, puisqu'on évoque ces complications possibles et ces associations, vous savez qu'il y a une recommandation qui est sortie ici en février 2020 de la Haute Autorité de Santé et qui est très claire. Les données actuelles de la littérature ne permettent pas de conclure à un lien de causalité entre déformation crânienne positionnelle et retard neurodéveloppemental. Des troubles spécifiques ophtalmo, oculomoteur et vestibulaire. Donc ça c'est important parce que il y a beaucoup d'études qui présentent des biais parce que la présence de la déformation eh bien n'est pas nécessairement la cause de la problématique, mais plutôt un signe accompagnant. Donc en fait, ce qui est intéressant aussi d'observer, c'est que jusque-là, on parle d'associations de pathologies un peu plus importantes, mais il n'est pas rare d'avoir des associations de déformations isolées du crâne et de torticolis congénito-musculaires. Et donc ça, c'est vraiment un élément sur lequel le kinésithérapeute va prendre toute sa place, non seulement dans l'évaluation de la mobilité cervicale, dans la prise en charge, mais aussi dans le suivi et l'accompagnement des parents ou de l'entourage, si vous voulez, de l'enfant par rapport à ça. Alors il y a des tests et des techniques qu'on peut apprendre aux parents et donc il y a des associations avec les torticolis qui sont claires. D'un point de vue de l'épidémiologie, en fait, ce que j'aurais voulu rajouter, c'est que l'épidémiologie, en fait, elle est très variable selon les études. Et ça, c'est peut-être un élément important qui peut nous permettre de rassurer les jeunes parents ou les parents actuels. L'étude de Hutchinson en 2011 a évalué 129 enfants d'un âge moyen de 4 ans. Et cette étude-là, elle a évalué les mesures de la forme de la tête. On va dire que c'était une étude qui intéressait les déformations, donc ça c'est normal. Mais elle a aussi évalué d'autres éléments comme les inquiétudes des parents et les retards de développement neuromoteur. Et ça, c'est intéressant parce que ce que montre cette étude, c'est deux trucs. Le premier élément, c'est que 85% des parents se sentent concernés par cette déformation crânienne. Alors, ça vous paraît certainement très logique et très rassurant. Mais en fait, ce qu'il faut vraiment pas oublier, c'est que les parents sont légitimement stressés par rapport à ça. C'est un motif d'inquiétude qui est réel et que nous, en tant que professionnels de santé, il est important de recevoir, d'accueillir et d'écouter. C'est aussi au passage cette inquiétude-là qui peut amener des dérives d'amener les enfants effectivement dans des thérapies alternatives. Donc ça, c'est un premier élément qui est important de retenir. Le deuxième élément positif, c'est que sur cette étude de Hutchinson, eh bien, la toute grande majorité, plus de 90% de la plupart des déformations vont s'améliorer jusqu'à revenir à la normale dans les premières années de vie, jusqu'à peu près 5 ans, 4-5 ans, le follow-up a été fait. Donc ça veut donc dire que les retards soi-disant de développement se réduisent sur ces cas-ci et les inquiétudes des parents aussi vont se réduire. Si on regarde un petit peu les incidences et des chiffres épidémiologiques, il y a deux études qui sont intéressantes. C'est l'étude de Białoserkowski en 2008, une étude australienne, et une autre étude de Hutchinson en 2004 en Nouvelle-Zélande, avec des beaux échantillons, n égale 200 pour l'étude néo-zélandaise, qui mettent la prévalence de la plagiocéphalie et de la brachycéphalie à 6 semaines, on va dire entre 22 et 16%,
Mais lorsqu'on est vers 2 ans, ça tombe à 3,3%. Ça veut donc dire que chez la toute grande majorité de ces enfants-là, eh bien, il y aura un retour proche de la normale et on va garder certains enfants chez qui il est possible qu'il y ait des formations qui soient maintenues. Alors, pourquoi est-ce que c'est important de rappeler ça ? Parce qu'en fait, les chiffres, ils sont très variables. Par exemple, il y a une étude canadienne sur 440 enfants, l'étude de Maudji en 2013, qui proposait le chiffre de 44% de plagiocéphalie à la naissance. Et en fait, pourquoi est-ce qu'il y a des chiffres qui sont tellement divers ? C'est parce qu'en fait, la façon de mesurer la plagiocéphalie peut être très variable. Et donc en fait, selon les études, eh bien, il y a des mesures qui sont faites et les classifications sont différentes. Alors classiquement, comment est-ce qu'on mesure les plagiocéphalies ? On peut mesurer des index céphaliques, si vous voulez. Donc on n'a pas besoin d'imagerie médicale pour ça. Il suffit de prendre des ratios entre la largeur de la tête et la longueur de la tête, qu'on va exprimer en pourcentage. On peut mesurer des diagonales et comparer les diagonales. Ok, on va pas rentrer dans le détail ici. Et donc voilà, il y a des classifications différentes qui existent. La classification d'Argenta en 2004, la classification de Hutchinson en 2005 puis 2010, avec soit des formes légères, modérées, sévères, soit des types 1, 2, 3, 4, 5. Et donc on comprend bien que selon la façon de mesurer la plagiocéphalie, eh bien il est possible qu'il y ait des chiffres, des incidences et des épidémiologies qui soient parfois assez divergentes. Mais gardons ça en tête, la majeure partie de ces déformations crâniales positionnelles, eh bien naturellement vont rentrer dans l'ordre dans les premières années de vie. Si dans la plupart des cas, finalement, la déformation crânienne positionnelle, elle se résout d'elle-même, ça veut dire qu'on n'a pas forcément besoin de chercher une solution immédiate à court terme, mais que l'accompagnement peut suffire, du coup. Je pense que ça, c'est très important, ce que tu dis, Marie. D'une part, pour pouvoir effectivement être à l'écoute de ces souffrances-là, parce que c'est une souffrance aussi. Le deuxième des éléments, c'est pour pouvoir aussi donner des conseils qui soient aujourd'hui des conseils qui font partie des recommandations actuelles, et pour éviter que justement les parents se tournent vers des thérapies alternatives où parfois certains pseudothérapeutes vont proposer des techniques où on va remodeler le crâne à la main, par exemple, où on va libérer des sutures du crâne, d'accord ? Et ça, je pense, c'est vraiment un élément qui est important parce que si nous ne sommes pas présents à ce moment-là, alors il y a le risque qu'il y ait un détournement vers des thérapies alternatives coûteuses et qui peuvent parfois, on l'a dit, amener vers des retards de diagnostic lorsqu'il y a une pathologie associée qu'on n'aurait pas forcément déterminée un peu plus tôt. Est-ce que ce risque, il n'est pas présent dès la maternité, puisqu'on a régulièrement des parents récents qui nous expliquent que dès la maternité, on leur a recommandé par tel ou tel professionnel de santé de faire voir leur enfant rapidement à un ostéopathe pour remettre en place les os du crâne suite à l'accouchement? Je crois que c'est devenu quelque chose de presque systématique, cette recommandation. Et si elle n'est pas faite par les professionnels de santé dans l'établissement où l'enfant est né, il y a un risque très important que cette recommandation, elle soit faite par des proches, par des amis. Sans oublier toute la littérature scientifique féminine. Et j'entends aussi l'imprégnation antérieure parce qu'aujourd'hui, rares sont les femmes qui accouchent sans avoir eu auparavant dans leur vie déjà des consultations de thérapie alternative ou des contacts avec des personnes, des thérapeutes qui vont leur dire et les prévenir qu'il faudra revenir une fois que bébé sera là. J'ai 2 éléments en fait à rajouter à ce dont vous parlez ici. Le premier élément, c'est que en fait, les techniques et les approches fallacieuses, il faut vraiment qu'on soit extrêmement attentif à ça parce que c'est vraiment pas l'apanage d'un métier. C'est-à-dire que ça nous concerne tous. Les thérapies crânio-sacrées, elles sont employées chez certains chiropracteurs, certains ostéopathes, elles sont employées par certains kinés. Et il y a aussi des professionnels qui disent non, on prélève cette partie-ci, les thérapies crânio-sacrées, et on n'emploie pas ces techniques-ci. Donc déjà, le premier truc, c'est qu'en fait, il n'y a pas besoin de regarder bien loin pour avoir ces risques-là.
là dont tu parlais, Vincent, et vous avez tout à fait raison. Le deuxième point que j'aimerais vous indiquer, qui va peut-être vous étonner, il y a une étude de Amiel Tison et de Soyes Papirnik qui, en tout cas, vantait l'importance de l'ostéopathie pédiatrique. Mais là-dedans, il y a une phrase que j'ai retenue et que je voudrais vous partager dans cet article, donc qui est partie prenante des ostéopathes. Eh bien, Amiel Tison dit « L'intérêt de l'ostéopathie pour tous dès la naissance dans un but préventif n'est pas démontré et ne paraît pas nécessaire pour la majorité des nouveau-nés. » Je sais pas ce que vous en pensez, mais en réalité, on a, comme tu le disais Marie tout à l'heure, un peu l'impression d'entendre l'inverse un peu partout. Dans certains types de médias, jusqu'à effectivement le reportage d'Arte il y a pas longtemps. Chez nous ici en Belgique, on a eu tout un article de la télévision publique avec une vidéo d'un ostéopathe qui manipulait en technique HBVA un nourrisson. Et donc, regardez comme aussi au sein de certains métiers, les consensus sont pas clairs. Ce qui est certain, c'est qu'on n'a aucune donnée aujourd'hui pour nous permettre de supporter la pratique de techniques de type thérapie crânio-sacrée et les prises en charge précoces chez le nourrisson. Donc ça c'est très clair. Ce que tu me dis me rappelle beaucoup un article qui a été rédigé par Steve Hartman Ouais. en 2009 dans une revue qui s'appelle Chiropractic and Osteopathy et qui s'appelle « Pourquoi est-ce que les traitements inefficaces semblent fonctionner ?» Donc l'auteur est ostéopathe et amène une voix dissonante par rapport au discours ambiant et global et qui nous paraît de notre spectre majoritaire par rapport à ces professions. Et on voit régulièrement des interventions sur les réseaux sociaux de, je vais les appeler cadres, de professions qu'on aurait tendance à qualifier de fake med, qui essayent de dénoncer certaines pratiques, certaines pratiques non fondées, certaines pratiques qu'on qualifierait de nocebo, mais il y a un bruit de fond ambiant qui est tellement vaste et qui propage ces techniques complètement illusoires qu'au final, ce qui demeure, c'est que ce sont essentiellement des pseudothérapies. Tout à fait. Alors que dans la majeure partie des publications de qualité, on a quand même une convergence de ces différentes pratiques à travers le monde qui semblent se diriger vers que tu es en train de tenir et qu'on essaye de tenir avec le temps d'un lapin. N'oublions pas aussi que on a un public également et que c'est vraiment important de ne pas être ni péremptoire, ni trop agressif, sinon on va complètement perdre le discours, en fait. Moi, ça me rappelle un peu cette question aussi, et je pense qu'on sous-estime cette partie-là. J'en avais discuté avec, je crois, c'était une rhumatologue et qui disait, mais le patient, en fait, il a super mal. Il a fait plusieurs consultations depuis, il a essayé plein de trucs. Il vient me voir pour une infiltration. Et en fait, parfois, j'ai pas mieux à lui proposer, même si je sais que scientifiquement c'est pas forcément c'est pas intéressant, que la balance bénéfice-risque est pas dans le bon sens. Le problème, c'est que lui, il vient me voir que pour ça. Que le médecin a dit qu'il fallait qu'il ait une infiltration, le kiné a dit qu'il fallait une infiltration, la belle-mère, le cousin, l'oncle, la tante ont tous dit que les infiltrations c'est ça qui marchait. Et je pense qu'il y a une tentation aussi, et nous je pense qu'on a le même problème en kinésithérapie avec le massage ou avec la thérapie manuelle, quand le patient est convaincu d'avoir besoin de quelque chose et qu'il vient pour ça expressément, mais c'est pas toujours évident de réussir à lui proposer autre chose par rapport à l'ensemble des croyances qu'il a emmagasinées avant. Pour être un peu iconoclaste, non seulement c'est difficile, mais est-ce que dans un premier temps, c'est souhaitable? En fait, à quel moment, si tu veux l'amener vers autre chose, peut-être qu'il faut avoir des concessions par rapport à certains types de croyances, en fait. J'ai pas de réponse à ça, hein, mais... C'est ce qu'on appelle la réponse aux attentes du patient. Pour s'engager dans l'alliance thérapeutique, parfois, ça demande de faire des concessions, d'aller faire un pas vers le patient. Même des fois pour simplement lui montrer que ce à quoi il s'attendait n'a pas les effets qu'il escomptait et donc partir de là pour essayer autre chose, une thérapeutique vers laquelle on sera plus favorable. C'est pas la première fois qu'on en parle sur le temps d'un lapin et je pense que c'est vraiment important parce que on a tendance à faire des amalgames, comme tu disais, de profession à profession et c'est bien que tu nous fasses remarquer parce que finalement, au sein de ces professions qu'on amalgame, moi je pense qu'il y a une partie des kinés qui font beaucoup de massages aujourd'hui qui le font pas parce qu'ils sont persuadés que c'est bon, mais parce que c'est un compromis qu'ils ont choisi et je pense que c'est pareil au niveau de l'ostéopathie.
Quand il y a des ostéopathes qui font des consultations de prévention. Je pense qu'ils sont conscients pour certains que c'est pas forcément nécessaire. Les patients sont dans l'attente, les gens sont contents, c'est difficile de sortir de la littérature le risque que les patients prennent à faire ça. Toi, comme ça, tu bouffes parce que faut bouffer aussi. Ouais, ça me rappelle ce que tu disais avec Yvan, hein, que tu te retrouves avec ton cabinet qui se remplit rapidement mais qui se revide aussi vite parce que quand tu autonomises des patients, on en discutait avec Benjamin où il me disait que sur le message sur les réseaux sociaux apparemment c'est que on a trop de kinés. Je lui disais effectivement c'est vrai, on est trop nombreux. Et lui sa réponse, elle a été alors je vous cite, si on fait suffisamment mal notre travail, il y en a pour tout le monde. C'est une façon caricaturale de montrer que nos conditions de travail en France, puisque en Belgique, je crois que vous avez obtenu une revalorisation qui est quand même... 22-26, nous, c'est la séance. On a des conditions de travail qui font que prendre du temps pour écouter le patient, créer une relation patient-centrée, c'est pas valorisé. Puisque il y a beaucoup de choses beaucoup d'informations que tu obtiendras en 1 heure ou en 45 minutes que tu n'obtiendras pas en 30 minutes de traitement. Mais à partir du moment où tu vas faire une séance de 45 minutes, ça va être pour ta pomme, puisque la nomenclature ne prévoit pas que tu cotes 2 séances bout à bout pour valoriser ton heure. Donc déjà, de ce côté-là, c'est problématique. En plus, on te donne un référentiel qui est vachement large. Quand on te dit un lombalgique, t'as le droit de faire un mec qui a une lombalgie commune, t'as le droit de faire 15 séances avec lui. Une lombalgie commune, je vais le voir 5, 6 fois grand maximum. Et je trouve encore que c'est trop. Et quand tu vois qu'on te dit OK, c'est bon, tu peux aller jusqu'à 15, quoi que tu fasses. C'est assez paradoxal. On te dit t'inquiète, on t'embêtera pas jusqu'à 15. Alors que la logique voudrait même qu'on te dise voilà, t'as tel patient qui vient chez toi, il a telle pathologie, il s'est fait mal au dos en ramassant un truc, à la suite de ton bilan, de ton anamnèse, de ton bilan et tout ça. Combien de séances est-ce que tu estimes nécessaire ou combien de temps est-ce que tu estimes nécessaire pour qu'il ait une récupération de ses activités? Ça, c'est un fonctionnement qui me paraîtrait beaucoup plus pertinent. Ouais, plus logique en plus. Que celui qu'on a aujourd'hui, qui est de dire, à partir de 15 séances, on va te dire, ce serait bien que tu nous expliques pourquoi est-ce que tu as besoin de plus de 15 séances avec ce patient. Frédéric, est-ce qu'on sait comment elles se constituent, ces déformations crâniennes positionnelles? Comme je vous disais, il y avait des facteurs qui influençaient, on va dire, naturellement la croissance des os du crâne, mais évidemment, il y a des forces extérieures aussi. Et donc, on estime aujourd'hui qu'il y a des facteurs de risque des déformations crâniennes positionnelles qui sont d'ailleurs déterminés dans la recommandation HAS. Alors en fait, ces facteurs de risque, on peut les classer en 3 parties. Des facteurs, et ça va nous intéresser, nous, en tant que kiné, des facteurs liés à la mobilité spontanée du nourrisson. Et on verra que ça va être le plus grand axe, on va dire, et d'accompagnement et de prévention, mais parfois aussi de traitement, cette recherche de la mobilité libre et spontanée du nourrisson. Alors évidemment, il y a des éléments qui sont concomitants au développement du nourrisson. Des déficits sensoriels, des prématurités, des syndromes malformatifs, on va devoir prendre en compte ces aspects-là. Mais ce qui est intéressant, c'est que, il y a des déséquilibres d'organisation motrice qui peuvent arriver, qui sont liés à cette mobilité spontanée du nourrisson. Les deuxièmes facteurs, c'est les facteurs environnementaux. Et dans les facteurs environnementaux, c'est tout ce qui va introduire une contrainte par immobilisation, et notamment tout ce qui est objet de contention, des cales-bébés, des cales-têtes, poser son bébé en décubitus latéral, qui est aujourd'hui complètement hors reco, et on en parlera un petit peu après, des sièges de type coque, des réducteurs de lit, etc., etc., mais aussi, et ça c'est un élément que parfois on a tendance à oublier, c'est la qualité des interactions entre le nourrisson et les adultes qui s'occupent du nourrisson, les parents, l'entourage. Et on verra aussi que l'une des pistes d'intervention et de prévention, c'est aussi privilégier des interactions de qualité, justement, qui vont permettre, à l'enfant de se sentir libre, d'explorer de nouvelles positions, d'accompagner l'enfant dans des retournements, etc. On en parlera un petit peu plus tard.
Et puis, il y a dernier type de facteurs qui sont les facteurs, on va dire, périnataux, qui sont liés à toutes les problématiques de situation, d'hospitalisation prolongée de l'enfant, de situation obstétricale un petit peu à risque et pour lesquels, malheureusement, on n'a pas beaucoup de liens. Donc, c'est vrai qu'on a beaucoup incriminé la position décubitus dorsal et c'est vrai que c'est l'un des facteurs, effectivement, qui entretient une compression qui peut mener à des déformations. Donc ça, c'est un fait. Mais ce qu'il faut expliquer, c'est pourquoi le décubitus dorsal. En fait, ce qui est important, c'est de se dire que dans nos conduites à tenir avec les tout nouveau-nés, il faut un double impératif de prévention. Il y a le double impératif de prévention de l'apparition de la plagiocéphalie ou des déformations, et il y a aussi l'impératif de prévention de lutte contre les morts subites du nourrisson. Et on le sait, les incidences des morts subites du nourrisson étaient diminuées à partir du moment où on a placé les enfants en décubitus dorsal. C'est assez facile à comprendre. La position procubitus, l'enfouissement lorsque l'enfant n'a pas encore acquis les retournements, est un risque fondamental d'étouffement. Il y a une étude de Patural et une étude de Captier en 2003 également qui mettait en évidence deux choses. Captier proposait l'hypothèse que la déformation pouvait s'installer déjà dès l'imposition intra-utéro et le décubitus dorsal pouvait être un facteur positionnel aggravant. Ça, c'est intéressant. Et Patural mettait aussi en évidence que il y a aussi des pseudo-pratiques. Il y a notamment en France un pédiatre très très connu que je ne vais pas citer, mais qui vend un bouquin qui se vend très bien, un groupe de chiropracteurs, qui justement parle d'épidémie de plagiocéphalie et que il préconise le couchage en décubitus latéral pour l'enfant notamment de moins de 2 mois. Alors ça évidemment c'est très grave et l'étude fustige cette position parce que ces praticiens sèment le doute auprès du grand public et ça encourage le nourrisson à être placé sur le côté. Et le problème d'un nourrisson qui n'a pas encore acquis les retournements, c'est qu'il peut tout à fait basculer, étouffer dans cette position-là. Donc vous voyez, on est un peu à la croisée des chemins, d'avoir un double impératif de pouvoir garder la position décubitus dorsal pour prévenir les morts inattendus périnataux et aussi pour lutter contre ces déformations. Et c'est pourquoi on propose des attitudes à adopter qu'on va expliquer certainement un peu après. Du coup, est-ce qu'on a une possibilité d'agir sur ces facteurs de risque? Comment est-ce qu'on peut prévenir l'apparition de ces déformations? Écoutez, on va se baser sur 3 documents ressources que on essaiera de vous mettre à disposition pour les professionnels et on mettra des petites fiches un petit peu plus didactiques pour les futurs parents. La première ressource, c'est comme tu viens de le rappeler, la recommandation de la HAS de 2020. La deuxième recommandation, c'est le point pratique de la Société canadienne de pédiatrie, que je trouve excellent, qui a été depuis 2011 et reconduite en 2016. Et il y a l'Académie américaine de pédiatrie. Et on va dire que le grand du message, c'est de favoriser la motricité libre du nourrisson. C'est le bébé libre de ses mouvements. Alors on va pas tout détailler ici. Simplement, en fait, il y a différentes attitudes à avoir. Et d'ailleurs, dont les recommandations commencent déjà avant la naissance. Et c'est intéressant parce qu'en anténatal, les recommandations proposent aux professionnels, notamment dans les cadres de préparation à la naissance, d'expliquer toutes ces problématiques de position, de couchage sur le dos, en permettant cette motricité spontanée des nourrissons, etc. Et puis ensuite, il y a différents éléments. Et en gros, si je dois schématiser, il y a les moments où l'enfant est endormi ou pas très éveillé, et il y a le moment où le nourrisson est éveillé. Quand le nourrisson dort, c'est pas tellement compliqué, il faut coucher le nourrisson sur le dos dans un lit adapté, c'est-à-dire qu'on enlève tout ce qui va être cale-bébé, cale-tête, cousin de positionnement, etc. Encore une fois, pour ce double impératif-là. Il y a des histoires également de température entre 18, 20, 21 degrés. Il y a l'absence d'exposition au tabagisme passif qui va jouer sur les performances ventilatoires aussi de l'enfant. Et lorsque la déformation crânienne positionnelle est acquise, on propose aussi d'alterner la position du bébé dans le lit. C'est-à-dire de placer le bébé une fois la tête d'un côté du lit, une fois la tête de l'autre côté, ou de placer un objet qu'il aime bien ou l'entrée des parents du côté opposé pour qu'il puisse, dans les cas où il y a notamment des torticolis congénitaux associés,
tourner sa tête de façon spontanée de l'autre côté. Et donc toutes ces recommandations-là positionnelles sont faciles à mettre en place et le kinésithérapeute peut tout à fait expliquer ça également. Quand le nourrisson est éveillé, les recommandations, comme je vous le disais, favorisaient l'encouragement de la motricité libre de bébé, et notamment par l'augmentation des temps d'interaction de qualité entre les adultes et le nourrisson, entre les personnes qui vont s'occuper du bébé. Et notamment, il y a un élément qui est intéressant, c'est de changer les positions lors du portage, c'est d'essayer de limiter le plus possible la position sur le dos. C'est-à-dire que on va accepter de placer le nourrisson en procubitus, c'est-à-dire en couché sur le ventre, mais avec une surveillance. Vous voyez que ça change complètement, puisque c'est quelque chose qui est tout à fait contre-indiqué dans le couchage quand le nourrisson dort. Et vous verrez, pour ceux qui ont un bébé ou qui vont avoir un bébé, la position sur le ventre, les bouts de chou, dans un premier temps, vont pas être tout à fait d'accord avec ça. Il y a vraiment des moments où ils vont faire très vite comprendre que c'est très fatigant. Vous imaginez bien, le tonus postural est pas encore acquis, on a des réflexes, on a un développement musculaire qui est pas encore là, la tête en plus c'est lourd, surtout d'un nourrisson, c'est à peu près un quart de la taille totale. Donc c'est vraiment un élément qui est difficile à porter. Et donc on propose progressivement aux parents de commencer par des expositions très graduelles, très progressives. On le tient un petit peu sur soi en portage sur le ventre, ça commence par 30 secondes, 1 minute, et puis quand il grandit un petit peu, qu'il a quelques semaines, quelques mois, on le fait jouer un petit peu en ventral, et on respecte les rythmes de l'enfant, c'est-à-dire quand il est fatigué, quand il commence à être, vous allez voir, il a du mal à tenir, il va être fatigué, il va pleurer un petit peu, on le remet sur le dos, etc. Et donc il y a tout un acheminement de temps d'interaction lié avec ces petits retournements qu'on va accompagner avec beaucoup d'humilité, avec beaucoup de bienveillance, avec beaucoup d'amour, en se rappelant toujours que ça n'est pas un petit adulte et que voilà, il faut être patient, ça n'est pas facile pour l'enfant non plus, mais il va voir dans vos yeux les progrès qu'il va faire, et donc ça va être progressivement comme ceci qu'il va pouvoir acquérir ces petits retournements. Donc toutes ces recommandations positionnelles, ces changements de position, c'est très facile à expliquer en kinésithérapie, très facile à suivre. L'accompagnement des parents est fondamental ici. Il y a un truc qui me fait toujours réagir dans ce type de recommandations. C'est on parle d'éviter le tabagisme passif, la qualité des interactions avec l'enfant. On est vraiment sur un facteur qui est presque social de ce type de pathologie. Ce genre de problématique va se retrouver dans des catégories socioculturelles plutôt défavorisées. Alors j'entends bien ta remarque. À cela, j'ai un truc tout simple en fait à répondre, c'est que contrairement à ce qu'on pense, la qualité des interactions de merde, c'est vraiment pas l'apanage des milieux défavorisés. Alors ce qu'on voit très clairement, c'est que bien sûr dans les milieux défavorisés, il y a plus de risques, ça c'est clair, qu'il y ait des violences, des abus, mais qu'en fait ça touche toutes les catégories de population et toutes les catégories socio-économiques. On est de toute façon le produit de notre histoire aussi, et c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qui se déterminent durant l'enfance, on va en parler après, et puis il va falloir beaucoup d'abnégation à l'enfant dans certains cas pour se sortir un peu de ça. Du coup, est-ce que tu as autre chose à dire sur le rôle du kinésithérapeute ? Pour aller plus loin dans la place de la kinésithérapie, en fait, le rapport de la Société canadienne de pédiatrie de 2011, qui a été reconduit en 2016, indique un élément qui est très important, c'est que lorsque la déformation crânienne positionnelle est instaurée, il est démontré que la physiothérapie, donc on appelle la kiné la physio là-bas, y compris l'acquisition des positions préventives et les exercices pour soulager les torticolis, est supérieure au simple conseil sur la position préventive. Et notamment par l'apprentissage aux parents de positionnements cervicaux, de rotation pour aller chercher avec des petits stimuli, des petits doudous, des petits objets qui font du bruit qui intéresse l'enfant, côté opposé. Donc ça c'est intéressant parce que ce sont les données probantes actuelles. Et donc la place du kiné dans la thérapie positionnelle, c'est déjà d'une part d'accompagner le torticolis congénital. Il y a des tests très simples qui sont faciles à faire où le kinésithérapeute est assis sur un petit tabouret qui tourne, les parents sont en face, le kiné tient un bout de chou sur ses genoux et le kiné tourne comme ceci sur son tabouret pour voir si l'enfant capte toujours
ses parents qui lui montrent son doudou, qui lui tendent un petit jouet, quelque chose d'intéressant d'un point de vue du stimulus, pour évaluer la rotation de la tête, ce qui est vraiment plus intéressant fonctionnellement que de prendre la tête du bout de chou et de travailler vraiment en passif comme ceci. De toute façon, l'une des règles importantes, c'est que passivement, c'est intéressant pour possibilité de faire nos bilans et de voir si effectivement il y a des limitations passives importantes, mais la rééducation est fonctionnelle et active, y compris chez ces nouveau-nés-là. Hein. Ensuite, c'est la thérapie par repositionnement, c'est-à-dire accompagner les repositionnements, la position dans le lit, l'explication. Dans cette reco des Canadiens, on parle aussi de la thérapie par port du casque, la thérapie par moulage. Là aussi, hein, il y a beaucoup de choses qui s'opposent dans la littérature, mais moi j'aimerais vous partager en fait cette recommandation canadienne. Cette thérapie par orthèse est coûteuse, peu pratique, hein, il faut l'utiliser pendant plus de 20 heures, et elle peut être associée à des complications cutanées. Et en fait, les données actuelles de cette reco indiquent que la thérapie par orthèse peut accélérer le rythme de la correction de la symétrie, mais on n'a pas vraiment de données probantes à long terme pour dire qu'elle va améliorer le résultat final dans les cas de plagiocéphalie modérée. Je trouve que tu as un discours qui est quand même très rassurant et qui s'appuie sur des données qui sont quand même assez solides. On perçoit quand même bien que dans la plupart des cas, dans l'énorme majorité des cas, ça évolue très favorablement, que les déformations vont finir par disparaître ou par se réduire jusqu'à ce qu'elles en deviennent quasiment imperceptibles. Donc c'est plutôt une bonne chose. Cependant, on a toujours des professionnels qui vont véhiculer des informations qui sont, maintenant on le sait, fausses et qui auront une tendance à être anxiogènes pour les parents, avoir un effet négatif pour certaines prises en charge et peut-être éventuellement pour le développement des enfants. Hein. Donc on a clairement des professionnels qui ont un discours qu'on pourrait qualifier de nocebo. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire là-dessus ? Écoute, oui, en fait, pourquoi est-ce qu'il y a cette situation-là ? C'est que déjà la première des choses, c'est que les signes, les symptômes chez un bébé, ils sont réels, ils existent. Il est vraiment hors de question de les nier, de les nuancer, et en plus, ils constituent un motif d'inquiétude des parents qui est d'une part tout à fait légitime, normal, et d'autre part qu'il faut pouvoir accueillir. Donc, si effectivement on n'a pas cette démarche de considérer que la vie d'un nouveau-né avec ses immaturités physiologiques, c'est difficile, que ces immaturités vont nécessiter du temps, de la patience, de la bienveillance, beaucoup d'amour, eh bien alors on va passer à côté de quelque chose. Il ne suffit pas, si vous voulez, de dire « Ah bah oui, mais de toute façon, ça va rentrer dans l'ordre, alors taisez-vous et on continue comme ça. » Parce que les parents sont inquiets et cette inquiétude, cette angoisse-là, on va le voir un petit peu plus tard, eh bien, va être peut-être passée en fait chez l'enfant. Alors la première des choses, et là je m'adresse plutôt aux professionnels, il existe des échelles d'inconfort et de douleur chez le nourrisson. Hein, il y a aussi, alors il y en a plusieurs, on va pas les citer ici, mais on essaiera d'en parler, de vous les mettre dans les ressources qu'on va mettre à votre disposition. Il y a une échelle du nouveau-né qui s'appelle l'EDIN, il y a une échelle DAN, et puis il y a des échelles plus spécifiques à la réanimation qui existent, qui sont les échelles confort. Et donc, si vous voulez, ce qui est important, c'est que ces inquiétudes ici, d'une part, eh bien, elles sont susceptibles d'être d'amener vers des dérives thérapeutiques, effectivement. C'est pour ça que c'est important de nous positionner avec cette écoute et cette bienveillance. Et puis, je voudrais vous parler en fait d'un élément de psychologie, et pour ça, je me base sur des études de haut design, qui est la chaîne YouTube de PsychoQuack. Alors, je rigole ici un petit peu, parce qu'en fait, PsychoQuack, c'est un garçon qui fait des petites vidéos de vulgarisation. Ouais, c'est ça, on dirait un nom de Pokémon, exact. Mais il est très intéressant, il travaille en psychologie, notamment de l'enfant, et il source ses vidéos, justement, avec des études, pour le coup, que vous pouvez les retrouver dans ces liens de ces vidéos. Et en gros, il y a 4 vidéos qui sont intéressantes à connaître, qu'on vous listera aussi, qui explique en fait le principe des zones de confort et des figures d'attachement. En fait, les enfants prennent comme référence, face à une situation qui est anxiogène, le comportement de la figure d'attachement, en l'occurrence ici on va dire les parents, les bras des parents. Et c'est très important parce que ça leur permet de comprendre le monde avoisinant.
Quand il y a une situation qui est stressante, on se réfugie dans les bras et puis on observe la position et le langage non verbal des parents. Et donc évidemment, quand la figure d'attachement est mal à l'aise ou anxieuse dans un type de situation, eh bien, et ça, donc c'est une source, hein, ça que moi je n'ai pas parce que je n'ai pas le background socio et psycho pour ça, mais qui est indiqué dans cette petite vidéo là. L'enfant a plus de risques de développer une anxiété dans cette situation et au passage c'est bien normal. Donc en fait, ce qu'on peut dire, c'est que la peur d'un parent, elle peut être contagieuse. C'est le cas des peurs de l'orage, des araignées, c'est le cas aussi des peurs en société, qui peut amener l'enfant aussi à développer ces anxiétés-là. Et donc en fait, ce qui est intéressant, c'est que ça marche aussi bien avec les informations verbales que non verbales. Le bébé, entre 5 et 10 mois, il va devenir spécialisé pour analyser vos visages, vos postures d'évitement, vos attitudes, vos peurs, etc. Et tout stimulus sur la Terre peut être source d'anxiété par association. Alors parfois c'est l'entourage qui va faire l'association, quelqu'un qui a peur. Parfois évidemment c'est les conditions de la vie. Un enfant qui va se faire un gros accident en étant monté sur une roche ou sur tel jouet, ça peut être aussi un élément d'anxiété. Et donc pourquoi est-ce que je me permets de parler de ça maintenant ? C'est parce qu'en fait c'est la même chose concernant les thérapeutes, c'est la même chose concernant les pseudothérapies. C'est-à-dire que ce qu'on va faire passer comme message, y compris chez le tout petit enfant, alors peut-être pas dans les premières semaines, mais comme je vous dis, des 5-10 mois, eh bien ça va être analysé. Et donc des inquiétudes, des angoisses, des discours nocébants ou nocébaux, eh bien en fait, moi, c'est vraiment quelque chose ici qui est de l'ordre de la réflexion, et on en avait déjà parlé parfois un petit peu avec certains d'entre vous, c'est à quel point est-ce que ça peut modeler, façonner quelque part notre considération, eh bien, de la douleur, des asymétries, de la gestion de certains types de douleurs. Donc ça, c'est important à garder en tête pour l'attention qu'on va prendre de la façon dont on d'une part, nous adresser à l'enfant, parce que quand on prend en charge un petit bout, on lui parle, et d'autre part, avec lequel on va prendre en charge les parents. Et donc du coup, moi le dernier élément qui est extrêmement, extrêmement important pour moi, c'est que dans les pseudothérapies et les prises en charge systématiques du nourrisson, la problématique pour moi, c'est en fait quand on va retrouver des gens qui prétendent traiter des signes très, très, très aspécifiques. J'avais fait il y a pas si longtemps un petit thread sur les pseudo-syndromes de Kiss, où on va retrouver pêle-mêle des agitations, des plagiocéphalies, des pleurs fréquents, des hypersensibilités, des coliques, blablabla. Et en fait, moi, ce que je dis toujours, et ça, c'est un élément qui paraît tellement évident pour moi, c'est que de deux choses l'une. Soit bout de chou nécessite un bilan ou un traitement pour accompagner. Alors, ce traitement, il peut être médicamenteux, il peut être conservateur, il peut être rééducatif. Parfois, il est plus important en chirurgie. Parfois, il est simplement un accompagnement de la douleur. Et dans ce cas-là, il doit être suivi en bilan et traité par un professionnel de santé qui a été formé et diplômé. Pourquoi ? Parce que des signes aussi aspécifiques que ça peuvent parfois cacher une véritable pathologie sous-jacente qu'il faut prendre en charge. Ou alors, dans un deuxième cas, eh bien, en fait, il n'y a pas de pathologie qui est mise en évidence. Les signes ne présentent pas de gravité, ils sont simplement signes que la nouvelle vie débutante du nouveau-né se fait avec ses inconvénients, avec ses immaturités, avec ses problématiques, les problématiques pour digérer, acquérir les réflexes de déglutition, on parlait de l'ossification au début. Et tous ces signes, tous ces symptômes, ces inconforts du bébé, on peut les recueillir, on peut les accompagner, on peut les soulager. On peut les soulager par des techniques, on peut masser des bébés, on peut avoir des approches dedans qui ne sont pas de dire « Ah, on va remodeler le crâne avec nos mains, libérer tel ou tel nerf », parce que rien ne nous dit que tout ceci, ne fonctionna pas bien au départ, le modèle d'un point de vue de la littérature, il n'existe pas, et donc le risque pour moi, ça c'est plutôt un avis que je donne, j'ai un avis assez tranché là-dessus, c'est que le risque c'est de jouer sur la peur et la culpabilité des parents, qui sont eux légitimement inquiets pour les enfants, et les parents, je dis toujours, ils sont pas à blâmer, c'est le pseudothérapeute qui jargonne, qui explique, etc. D'accord ? Donc ça c'est un élément important, c'est cette pathologisation extrême des tout nouveau-nés, qui sont pour moi problématiques en fait. Je suis assez d'accord avec ça et je me suis toujours interrogée sur ce que ça pouvait faire en termes de douleur future chez cet enfant et chez ce futur adulte finalement.
Ouais, il n'y a pas de données très claires, mis à part des données plus en sociologie, en psychologie, sur les anxiétés, les angoisses. Ça, c'est vraiment intéressant. J'ai mis ces 4 petites vidéos. Je vous encourage à aller les voir, Vincent et Marie. Elles sont vraiment très chouettes. Effectivement, ce que tu dis, Marie, c'est que c'est pas impossible qu'après, on ait des terrains fertiles, des familles, des parents qui favorisent ce genre de développement plus tard. Hein. Si on part du principe que pour la lombalgie, le fait de penser que l'origine est biomécanique, c'est un facteur de risque de chronicisation. L'enfant qui aura été baigné dans l'idée qu'il n'y a rien qui va chez lui et depuis tout petit fait probablement partie de ces personnes à risque. C'est encore une fois une hypothèse. À ma connaissance, il n'y a pas d'études là-dessus, mais ce serait vraiment très intéressant, effectivement, d'imaginer une façon d'étudier ça. Moi, je le pense. Moi, j'ai cette hypothèse-là en tête systématiquement, en fait. Donc dans les ressources qu'on mettra à votre disposition, il y aura plusieurs types de ressources, des ressources pour les professionnels, des ressources aussi pour les parents. Simplement citer 2 petites ressources. Pour les parents, c'est la petite plaquette des règles d'or de la première année qui a été faite par une association avec des groupements de pédiatres, l'association Naître et Vivre. Et c'est intéressant parce que ça vous récapitule un petit peu les différentes interventions en prévention qu'on peut faire. Il manque simplement dans cette plaquette qui date de 2015 de mémoire, pour moi, le fait de favoriser cette motricité libre. Je pense ça vaudrait le coup de rajouter ça. Et puis la deuxième ressource que je voudrais indiquer aux parents pour lesquels vraiment il y a des plagiocéphalies, des déformations importantes, pour ne pas vous perdre à aller voir telle ou telle personne. Donc bien sûr votre médecin traitant ou votre pédiatre peut coordonner ça, mais il existe en France un réseau qu'on appelle le réseau Tête et Cou, que vous pouvez retrouver sur le site tête-coup.fr, avec des différents pôles dans différentes villes de France, des pôles pluridisciplinaires qui prennent en charge, on va dire, les déformations plus importantes, les craniosténoses, les malformations crânio-faciales, c'est le réseau Craniost. Donc n'hésitez pas à aller consulter ce site pour celles et ceux d'entre vous qui sont en difficulté. Et le centre de référence à Paris, c'est l'hôpital Necker, évidemment, mais il y a différentes antennes dans des grandes villes de France. Donc ça, ce serait pour les cas un peu plus importants. N'hésitez pas à consulter ça. Eh bien, un grand merci à toi, Frédéric, d'être venu nous parler des formations crâniennes positionnelles et tout ce qu'on a pu raconter autour. C'était vraiment passionnant. Merci beaucoup à vous, Marie et Vincent. Et on vous dit à très bientôt sur Le Temps d'un Lapin.